Je m'appelle Sylvain, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat et je vous présente donc le format des confinés. Donc, c'est des conférences qu'on a mis en place avec les collègues de l'ALTE 69, donc l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône, l'ALEC travaillant sur la métropole, l'ALTE sur le reste du Rhône. On co-anime ensemble l'espace info énergie Rhône Métropole de Lyon et on vous expliquera ce en quoi ça consiste. Et pendant le confinement, en fait, on s'est dit que comme on ne pouvait plus faire d'événements et qu'on voulait quand même continuer à sensibiliser les gens et que il y avait des gens qui avaient sans doute le temps chez eux de participer à des conférences, on a décidé de faire des webinaires. Donc, on a démarré d'abord sur des choses plus en lien avec la programmation des travaux, les aides, l'enveloppe, le chauffage et l'eau chaude. Ensuite, on a fait des focus sur le chauffage au bois, sur le photovoltaïque. On est passé sur l'électricité verte. Et puis aujourd'hui, donc, on vous parlera des éco-gestes sur l'énergie et aussi sur l'eau. Donc l'espace info énergie est cofinancé par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, la région Auvergne-Rhône-Alpes et les collectivités locales. Donc, je te laisse passer la suivante. On devrait donc ce soir vous parler, petite introduction donc sur l'eau et l'énergie, vous définir le concept des éco-gestes. Et puis ensuite, on fera un focus sur le chauffage et le rafraîchissement, un autre sur l'eau, qu'elle soit chaude ou froide, sur les consommations d'électricité spécifique, donc on vous expliquera ce qu'on entend par électricité spécifique, et puis on vous donnera quelques liens, quelques informations pour aller plus loin, et on vous présentera le défi déclic qui justement vous aidera à aller plus loin. Qui sommes-nous? Donc nous sommes en France plus de 250 espaces info-énergie. Les espaces info-énergie, c'est un service d'intérêt général qui a été mis en place par l'ADEME en 2001. C'est un service qui est le seul à être gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Où que vous soyez en France, vous avez accès à un espace info-énergie sur votre territoire. Et le service que nous rendons aux particuliers, c'est un conseil à la fois technique, donc sur les isolants par exemple, sur les épaisseurs à mettre pour bénéficier des aides, sur tout un tas de choses en lien avec les énergies renouvelables. C'est aussi un conseil économique, on peut regarder vos devis et vous dire si ça semble cohérent. Et puis c'est aussi un conseil environnemental, puisqu'évidemment, plus on va isoler sa maison, moins on va consommer d'énergie, plus on va utiliser des énergies renouvelables, et plus on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, après passer des gros travaux, aujourd'hui, on va vraiment aborder la partie, ce qu'on peut faire quand on n'est ni forcément propriétaire, ni forcément en maison individuelle. Il y a des cas où on ne peut pas faire de gros travaux, ou qu'on n'a pas forcément le budget. Donc là, on va vraiment s'attaquer à ce qu'on peut faire, à comment on peut faire quand même réduire ses factures. Et donc, Marine, ici présente, qui chaque intervention, on a eu des conférenciers différents jusqu'à présent. Marine vous présentera tout ça. Ici, vous avez l'ensemble du territoire donc, desservi par l'espace info-énergie Rhône Métropole de Lyon. Donc, en bas à droite, vous avez le Grand Lyon, la métropole, donc en gris. Ça, c'est le territoire d'intervention de l'ALEC. Et tout le reste, c'est pour les collègues de la LTE 69, donc une douzaine de communautés de communes et donc des actions sur ces différents territoires avec parfois sur certains endroits des permanences délocalisées. Voilà pour ce que j'avais à dire en termes de présentation sur les consignes. Vous allez sans doute vous apercevoir que vos caméras sont coupées, que vos micros sont coupés, c'est fait exprès, puisqu'en fait toutes les questions sont à poser sur le chat. Donc vous avez un onglet en bas. Quand vous glissez votre souris vers le bas, vous allez voir apparaître plusieurs onglets. L'onglet converser vous permet de nous poser vos questions. Donc on aura 2 temps de questions-réponses normalement. L'idée c'est que vous puissiez poser vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête pour qu'on puisse déjà avoir des questions en stock pour le premier temps de questions-réponses. On essaiera d'y répondre le mieux possible, sachant que si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui, nos conseillers sont joignables tous les jours, qu'ils soient en télétravail ou physiquement au bureau. Normalement, on reprend dès la semaine prochaine le conseil aux particuliers en rendez-vous, mais en tout cas
à distance, ils peuvent vous conseiller tous les jours. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour plus d'informations. Donc, autre consigne, est-ce qu'on a fait le tour? Voilà, juste voilà, que vos questions soient claires et précises. Ça permettra effectivement de pouvoir les poser à Marine tout à l'heure. Et puis le webinaire, il est enregistré. Il sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. On pourra vous mettre le lien tout à l'heure sur le chat. Et donc, si jamais vous avez raté le début ou si vous voulez le présenter à de la famille ou à des amis à vous, n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez voir les anciens surtout, tout est en ligne puisque ce soir, c'est le 7e. Les 6 premiers ont déjà plusieurs centaines de vues. Voilà, et maintenant, je laisse la sémillante Marine nous parler des économies d'énergie, nous parler des économies d'eau, puisque à l'ALEC, on a aussi une mission sur la sensibilisation du grand public aux économies d'eau potable. Donc, je te laisse dérouler ta présentation. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marine Janin, comme l'a présenté Sylvain. Donc, je travaille aussi à l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie du climat donc de la métropole de Lyon. Donc, vous m'excuserez un peu, hein, c'est la première fois depuis 3 mois que je refais une webconférence, pardon. Si ma voix est un peu chevrotante, je vous prie de me pardonner. Nous allons donc commencer aujourd'hui d'ores et déjà par une introduction sur l'eau et l'énergie afin de situer un petit peu les choses. Donc, on va commencer donc, par les consommations d'énergie en France. Elles sont réparties donc, en 4 catégories, grandes catégories qui englobent beaucoup de choses, hein. À savoir, donc, pour 32% des consommations, sont générées par le transport, 2% par l'agriculture, 23% par l'industrie et 43%, donc la majorité par le bâtiment. Alors, dans le bâtiment, il n'y a pas uniquement le logement, hein, ce qui vous concerne aujourd'hui, mais le bâtiment, le logement, le secteur résidentiel, lui, concerne 2/3 de ces consommations. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à ces consommations-là, c'est-à-dire c'est-à-dire comment réduire ces consommations-là. Donc si vous faites le calcul, 2/3 des consommations, ça représente autour de 30% quand même des consommations d'énergie en France. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Donc après, plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on consomme au sein de notre logement? Donc déjà, donc dans un budget d'un ménage, on consomme donc de l'énergie, hein, qui est consacrée et d'une part au transport et d'une autre au logement notamment, aux consommations de chauffage, d'eau chaude, d'électricité. Et donc en 2011, 52% du budget de l'énergie d'un ménage était consacré donc au logement. Et c'est une tendance qui est à peu près sur la même moyenne aujourd'hui. Donc, parmi ces dépenses, il y a d'énergie qui est dédiée au chauffage. Ça représente 59% à peu près, en moyenne. 21% pour l'eau chaude sanitaire, 7% pour la cuisson et 13% pour l'électricité spécifique. Alors, qu'est-ce que c'est l'électricité spécifique? C'est l'électricité autre que celle qui est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude. Donc, c'est l'électricité qui est dédiée à votre éclairage, qui est dédiée à votre électroménager et IFI multimédia. Voilà. Alors, les consommations qui sont dédiées au chauffage, elles dépendent principalement, mais pas uniquement, de la date de construction de votre logement et de son niveau de performance d'isolation s'il y a eu des travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est une donnée qu'on peut plus ou moins faire évoluer sans faire de travaux, mais qui reste quand même un paramètre difficile à faire bouger sans gros investissements. Vous verrez, il y a quand même quelques astuces, hein, je ne vous laisse pas sans rien. Donc, concernant l'eau, un Français moyen consomme à peu près 143 litres d'eau potable par jour. Donc, c'est beaucoup, on est assez élevé dans la moyenne mondiale, hein. Et parmi ces 143 litres, donc 93% sont dédiés à l'hygiène corporelle, eau sanitaire, lessive, vaisselle, entretien d'habitat, et seulement 7% donc, sont dédiés à la boisson et la préparation des repas.
Donc, c'est aussi un curseur qu'on peut facilement faire évoluer à la baisse si possible. Pour vous donner une idée, donc une famille de 4 personnes consomme en moyenne 120 mètres cubes d'eau à l'année, soit l'équivalent en fait d'une piscine olympique. Voilà. Donc, parmi les différents usages, on observe au sein du logement une évolution de la répartition de ceux-ci au cours de ces 20 dernières années. Donc, bon, les derniers chiffres datent de 2012 sur le document que je vous présente, mais on est à peu près sur cette tendance-là aussi aujourd'hui. Donc, on observe en fait que la part des consommations dédiées au chauffage est fortement en baisse depuis 1990. Donc, ça s'explique notamment par des systèmes énergétiques de chauffage qui sont plus performants, mais aussi par des logements qui sont construits avec des normes d'isolation qui sont meilleures de jour en jour, on va dire, d'année en année, au gré des réglementations thermiques. Donc, l'eau chaude sanitaire aussi est en baisse, ainsi que donc la cuisson. Le seul élément, le seul usage en fait qui augmente, c'est l'électricité spécifique. Donc, c'est-à-dire que depuis 1990, on constate une augmentation de 44% de cet usage-là par rapport aux autres, qui sont tous en baisse. Voilà, donc ça veut dire en gros, hein, si je résume, qu'on est plutôt bon, on est plutôt bon sur les performances d'isolation des maisons. En tout cas, on est en progression. Par contre, on consomme plus. Alors, pourquoi est-ce qu'on consomme plus? Donc, il y a plusieurs raisons, vous allez voir. Donc, la première, ça peut être lié aux équipements que nous avons au sein de notre logement. Donc là, je vous ai présenté en fait une famille type équipée d'appareils peu efficaces. Donc, les appareils peu efficaces, c'est les appareils qui sont anciens, qui ont plusieurs années, hein, et qui ont des étiquettes énergie, donc qui sont, on va dire, plutôt en dessous de B. Donc, une famille qui utilise du matériel ancien ou peu performant a une moyenne annuelle de consommation d'électricité de 4 895 €. En comparaison avec une famille donc, qui installerait, qui mettrait en place des appareils ultra performants, A++ ou A+, donc qui verrait son budget déjà se réduire par 2,5, donc pour atteindre 1 915 € à peu près. Donc là, en gros, ces chiffres, ils veulent dire que la première chose pour réduire ses consommations énergétiques au sein du logement, c'est de s'équiper le plus performant possible à partir du moment où on doit remplacer un appareil. Donc là, je suis aucunement en train de vous inciter à remplacer vos appareils, hein, mais en tout cas, le jour où il y en a un qui lâche, hein, je vous invite à bien vous renseigner sur les performances de ce que vous achetez. La deuxième chose, donc on va passer à la partie suivante. Donc ça concerne les habitudes. Donc, le premier gisement d'économie, c'est en renouvelant ses appareils et en utilisant des appareils plus performants. Et le second, c'est en modifiant ses habitudes. Donc, c'est pour ça qu'on vous explique ici le concept des éco-gestes. Donc, qu'est-ce qu'un éco-geste? Donc, vous comprendrez quand même que dans le mot éco-geste, il y a éco pour écologique, économe, et geste que nous allons mettre en place. Donc, les éco-gestes, en fait, c'est une action simple et individuelle de la vie quotidienne, donc là, en l'occurrence, que vous allez faire au sein de votre logement, qui répond à un souci environnemental. Donc, c'est un geste qu'on va mettre en place en vue, ici, hein, de réduire sa consommation énergétique et sa consommation d'eau. Donc, ça ne nécessite ni investissement, ou très peu, ni travaux. Voilà. Donc, pour vous donner un exemple, ça peut être simplement de récupérer l'eau de pluie pour arroser son jardin. C'est le premier des éco-gestes, au lieu à chaque fois de tirer l'eau du réseau. Un éco-geste, c'est pas uniquement du coup ça n'a pas uniquement un impact sur l'environnement, mais ça a aussi un impact sur votre budget.
Donc, on observe en moyenne que de mettre en place des éco-gestes, donc changer ses habitudes, concernant l'énergie et l'eau, peut vous faire réduire jusqu'à 10%, voire plus, votre consommation énergétique et d'eau. Ça représente environ 200 € pour un foyer français. Donc, si vous mettez en place tous les éco-gestes là qu'on va évoquer, en tout cas une majorité, bien sûr, on n'a pas que des élèves parfaits, mais ça représente à peu près 200 € sur votre budget. Voilà, économiser. Donc là, l'objectif en fait de cette présentation aujourd'hui, ça va être de vous donner des clés pour mettre en place ces éco-gestes. Donc, vous donner des premières idées et ensuite vous donner aussi des ressources et des idées de structures qui peuvent vous accompagner pour mettre en place ces nouvelles habitudes. Parce que qui dit changement d'habitude dit quand même changement de vie, ça prend de l'énergie, ça prend de la charge mentale, on utilise beaucoup ce mot en ce moment, donc c'est pas à négliger non plus dans une vie qui est bien occupée. Donc on va commencer par les consommations, les éco-gestes que l'on peut faire pour réduire ses consommations de chauffage et pour éviter le rafraîchissement. Éviter de mettre en place un rafraîchissement actif, c'est-à-dire un système de climatisation. Alors, bon, déjà avant de pouvoir mettre en place des éco-gestes sur l'isolation thermique, donc il faut quand même comprendre par où s'échappe l'énergie quand même d'un logement. Donc là, on vous a mis un exemple de maison d'avant qui a été construite avant 1974. Donc c'est des maisons qui sont peu isolées, voire pas du tout. Donc la majorité de l'énergie s'échappe par le toit. Donc 25 à 30%, ça c'est un phénomène physique, c'est parce que la chaleur monte. Ensuite, c'est par les murs, les parois qui donnent sur l'extérieur, donc 20 à 25%. Et ensuite, et seulement en troisième position, donc c'est les vitrages, les fenêtres. Et enfin, donc les ponts thermiques et l'isolation, le sol. Voilà. Donc ça veut dire, ce schéma-là, il donne une première idée, il peut vous donner un peu l'ordre de priorité des actions à mener dans une maison ou dans un logement. Donc ça veut dire qu'on va prioriser d'abord l'isolation du toit, puis des murs, etc. Même si on a tendance à quand même vous conseiller d'envisager, si vous le faites et si vous pouvez le faire, une isolation et une amélioration énergétique globale de votre logement. Donc, il n'y a pas uniquement des travaux, donc là on est là pour parler des éco-gestes. Donc l'idéal c'est d'isoler, mais vous pouvez aussi mettre en place des éco-gestes pour réduire un petit peu ces déperditions. Donc, par exemple, ça peut être tout simplement en fermant les rideaux ou les volets de votre logement pendant la nuit. Donc, on s'aperçoit que ça a quand même un impact et sur le confort et sur les consommations. Mettre en place aussi des surfaces un petit peu chauffantes qui améliorent le confort au niveau du sol. Donc, il faut mettre un tapis, par exemple. Ça vous permettra en fait d'améliorer le confort. Voilà. Je suis en ligne. Excusez-moi, j'ai été dérangée, pardon. Et oui, c'est les joies du direct. Concernant les éco-gestes aussi, vous pouvez en mettre en place sur la ventilation. Donc, quand on a une maison ou un appartement, de manière générale, on a une source de ventilation. Elle peut être soit mécanique, soit naturelle, soit très rarement, elle peut être double flux quand vous avez une maison qui est très performante. Donc, pour déjà améliorer la ventilation, il s'agit en premier lieu de savoir quel est votre système. Donc, la première chose que je vous conseillerais, moi, c'est d'investiguer. Donc, une ventilation mécanique, en général, on l'entend, et elle se matérialise par des bouches en haut, en général, de vos murs, dans la cuisine, dans la salle de bain, et elles sont reliées à un caisson d'extraction. Les ventilations naturelles par bouche aussi, vous avez ça qui existe, surtout dans les appartements et les maisons d'avant 1982.
puisqu'il y a eu une réglementation à ce moment-là. Donc, ce sont plutôt des bouches d'aération qui donnent directement sur l'extérieur. Donc, pour améliorer la ventilation et sa performance, d'abord et toujours, pensez à bien la nettoyer. Donc, pour tous les systèmes mécaniques, je vous invite à les nettoyer plutôt avec un chiffon sec. Sec parce que certaines ventilations se déclenchent en fonction de l'humidité, donc il ne faudrait pas la déclencher pour rien. Et un chiffon plutôt que l'aspirateur, parce que si vous mettez en place l'aspirateur, ça peut dérégler les débits. Voilà. Donc c'est très important d'entretenir sa ventilation. Vous allez me dire, la ventilation, en fait, ça ne fait que apporter de l'air frais dans le logement. Oui, effectivement, mais ça permet de garder un air sain et non pollué. Donc ensuite, vous pouvez mettre en place des éco-gestes sur le chauffage. Donc, à défaut, par exemple, de pouvoir améliorer votre système de chauffage en le changeant par un plus performant, vous pouvez réaliser quelques actions qui pourront vous faire économiser de l'énergie. Donc, la première et la plus simple, vous allez me dire, c'est pas forcément la plus confortable, hein, mais c'est de baisser d'1 degré votre chauffage. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est d'y aller tranquillement. C'est-à-dire qu'à l'hiver prochain, commencez plutôt, si par exemple vous étiez plutôt une famille qui se chauffait à 21 degrés, je vous conseille de passer à 20,5 le premier mois, puis le second mois à 20, d'y aller tranquillement en fait. Pas descendre d'un coup de 2-3 degrés parce que ça fait un choc et le corps n'a pas l'habitude. Donc, il est conseillé de mettre 19 degrés en journée et 16 la nuit. La nuit, on n'a pas forcément besoin d'avoir une température élevée. Au contraire, pour dormir, c'est plus confortable. Voilà. Ensuite, ce qui est conseillé, c'est de fermer les volets et rideaux la nuit. Ça, je l'ai déjà dit, pardon. De mettre en place ou de régler son thermostat et de vérifier qu'on a bien un système de régulation. Le cas échéant, évidemment, donc vérifier qu'ils fonctionnent bien et qu'ils sont adaptés à vos besoins. Donc un thermostat et une régulation, on va faire en sorte qu'ils puissent répondre, par exemple, à nos absences ponctuelles ou nos absences plus longues, en mettant, par exemple, un mode hors gel. Donc ça, c'est important, ça a beaucoup d'impact. Donc baisser le chauffage de 1 degré, ça représente 7% d'économie d'énergie. Donc ce sera un des éco-gestes qui aura le plus de poids en fait sur votre économie d'énergie à la fin de l'année. Après, il y a aussi bien ne pas obstruer évidemment les radiateurs, bien les dépoussiérer et puis donc aussi faire en sorte d'équiper au maximum les radiateurs en fonction des pièces. Certains radiateurs peuvent disons qu'il y a certains radiateurs dans certaines pièces où il est plus utile de mettre en place une vanne thermostatique, par exemple. Les pièces qu'on utilise peu, notamment, où il y a peu de période statique, on va dire. Voilà, je pense avoir fait le tour pour le chauffage. Bien évidemment, il y a d'autres éco-gestes. Vous allez voir, je ne vais pas faire le tour, ce sera non exhaustif, mais il existe de nombreuses ressources. Je vous donnerai les liens pour que vous puissiez avoir accès au maximum d'entre eux. Donc enfin, il y a des éco-gestes aussi qui peuvent être mis en place pour l'été. Donc là, l'été arrive, alors je vous invite à bien écouter. Donc les éco-gestes, ils vont vous permettre, ces éco-gestes-là, en tout cas ces gestes-là, vont vous permettre de réduire la chaleur à l'intérieur et donc ils anticipent en fait le fait d'installer un système de climatisation par exemple qui consomme lui de l'énergie. Donc la première chose à faire, c'est bien évidemment de fermer les volets, si possible à l'extérieur, si vous avez des volets à l'extérieur, plutôt que les rideaux à l'intérieur. En fait, fermer les volets à l'extérieur a beaucoup plus d'impact que fermer un rideau à l'intérieur au niveau de ce que ça peut générer comme apport solaire, comme rayonnement solaire. Ça les coupe beaucoup plus. Donc il faut aussi bien penser, et ça c'est une idée reçue que nous avons, c'est à fermer la fenêtre aussi en journée. Éviter que
que l'air chaud rentre en fait. On va se calfeutrer, se confiner au maximum, mais pas la nuit, hein, pour éviter en fait à la chaleur de rentrer. Donc, voilà. Donc fermer en journée les fenêtres et les volets et bien sûr ouvrir au maximum la nuit pour pouvoir faire ce qu'on appelle une surventilation nocturne, pour pouvoir déstocker la chaleur que vous avez accumulée et pouvoir la renouveler l'air par de l'air frais. Voilà. Si vous n'avez pas de volet ou de rideau, à ce moment-là, il existe aussi d'autres solutions qui peuvent être mises en place, notamment les casquettes, les pergolas, tout ce qui peut couper en fait les apports solaires directs, le rayonnement du soleil. Donc pour dimensionner une pergola ou une casquette ou un auvent, donc vous pouvez vous référer au guide de l'ADEME qui s'appelle, alors j'ai oublié le nom, c'est le guide de l'ADEME sur le confort d'été, pardon. On vous enverra le lien. Et aussi la végétation de type feuillu, donc qui perd ses feuilles en hiver et donc qui peut laisser le rayonnement passer et qui est beaucoup plus opaque en été et qui permet du coup de protéger notamment les fenêtres qui sont à l'est, à l'ouest et au sud. Voilà. Sachant que vous pouvez aussi du coup étendre votre linge, hein, c'est une petite astuce à l'intérieur parce que ça apporte de l'humidité. Ça apporte un peu d'humidité et du coup de rafraîchissement. Mettre aussi des ventilateurs pour brasser l'air, hein, ça permet d'avoir une sensation, en tout cas un minima de confort. Enfin, tout est relatif, mais voilà. Et enfin, donc limiter ce qu'on appelle les apports internes. Donc les apports internes ici là, en fait, ce sont toutes les consommations, ce sont toutes les émissions de chaleur générées par les consommations de vos appareils à l'intérieur de la maison ou de l'appartement. Ça peut être donc, par exemple, votre ballon d'eau chaude, il fonctionne, bah, lui, il émet de la chaleur, votre four, votre frigo. Donc, essayez au maximum de limiter ces consommations, bien qu'effectivement, on ne puisse pas éteindre son frigo, hein, mais voilà, donc c'est les réduire au maximum. Et donc toutes les veilles, en fait, toutes les consommations là qu'on va cibler, tous les éco-gestes qu'on va cibler sur les éco-gestes plutôt liés à la consommation, à votre économie d'énergie, en fait, sont générés par des appareils qui émettent de la chaleur. Et donc, c'est tous ces appareils-là sur lesquels vous devez porter votre attention pour éviter de créer des apports internes supplémentaires et surchauffer votre logement. Donc là, on va passer à la première session de questions. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de questions sur le chat. Est-ce que… Alors, en fait, il y a eu pas mal de questions, mais c'était beaucoup des questions de compréhension ou de précision auxquelles j'ai répondu en direct, parce que c'est vrai que quand les diapos sont passés, c'est après un peu compliqué. Dans les questions donc, il y avait notamment la question: est-il possible de mettre en place des robinets thermostatiques seulement sur certains radiateurs du logement? Ah oui, pardon. Ah, je croyais que tu avais répondu à cette question. Non, non, c'est là, je te la pose. Oui, oui, oui. Et en général aussi, oui, oui, oui. Je pense que pour les détails d'ordre plus technique, à ce moment-là, il faut voir quand même avec son chauffagiste, hein, en fonction, parce qu'il y a des règles à respecter. Et notamment, il faut toujours qu'il y ait un des radiateurs qui n'ait pas de robinet thermostatique. Et souvent, c'est un radiateur qui est à sélectionner donc, ensemble avec le chauffagiste. C'est lié à des niveaux de pression d'eau. Donc, il répondra certainement mieux que moi. Voilà, pour l'instant, pas d'autres questions. On va voir s'il y en a qui arrivent. Pour information, j'ai mis le lien vers le guide dont tu parlais, le guide de l'ADEME, qui s'appelle maintenant Chaud dehors, frais dedans. À une époque, il s'appelait Confort d'été. Effectivement, c'est une problématique qu'on va rencontrer de plus en plus. Avant, on pensait beaucoup isolation par rapport à l'hiver. De plus en plus, il y a des problèmes d'inconfort d'été. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que la clim classique, non seulement elle est énergivore, mais en plus, elle est émettrice de gaz à effet de serre et des gaz qui ont des pouvoirs beaucoup plus réchauffants que le CO2. Donc, en gros, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que plus on va climatiser, plus on va réchauffer la planète. Oui, c'est un peu ce qu'on appelle un cercle vicieux. Et que justement, les équipements en clim, que ce soit individuel ou sur d'autres applications, ont explosé ces dernières années. Avant, historiquement, on avait des pics de conso d'électricité en hiver à cause du chauffage électrique quand il faisait très froid. Et que maintenant, EDF se retrouve avec des
des pics de consommation en été, à des périodes où il y a peu d'eau dans les barrages à turbiner, à une époque où certaines centrales, on ne peut plus les refroidir, donc on est obligé de les arrêter. Donc ça devient aussi une problématique en été. Et effectivement, moins on va laisser le chaud rentrer, plus on va s'en protéger, plus on va végétaliser. Et justement, dans les prochaines années, il va falloir qu'on travaille sur l'adaptation au niveau de nos villes et qu'il va falloir qu'on développe beaucoup la végétalisation en ville. Donc, je te propose de continuer puisque je ne vois pas arriver d'autres questions pour le moment. Il y en aura sûrement qui arriveront sur la deuxième partie. Très bien, et c'est parti. Ok. Alors, donc là, on va aborder la thématique des consommations d'eau. Donc, d'eau chaude pour commencer, puis d'eau froide. Donc, pour l'eau chaude, en fait, on va parler des consommations qui sont générées par le système de production que vous avez d'eau chaude. Donc, ça peut être une chaudière individuelle qui fait le chauffage et l'eau chaude. Donc ça peut être aussi un ballon individuel ou bien après en copropriété, vous pouvez aussi avoir un système collectif. Dans tous les cas, il est possible de faire des éco-gestes qui vous permettent de réduire ces consommations-là, hein. Elles n'auront peut-être pas forcément un impact direct si vous êtes, en tout cas pour l'instant, dans un système collectif avec une répartition plutôt au tantième des frais de chauffage et d'eau chaude. Bon. Alors, en fonction de votre profil, il faut adapter dans tous les cas, hein. Mais la première chose à faire, selon moi, c'est de vérifier la température de l'eau chaude, pardon, enfin du ballon qui sort, et de la baisser si nécessaire. On n'a pas besoin en fait d'avoir une eau trop chaude. 60 degrés, au-delà de 60 degrés, c'est vraiment trop chaud parce que de toute façon, l'eau qu'on utilise pour notre hygiène, etc., elle est mitigée avec de l'eau froide. Donc, idéalement, il faut régler la température entre 55 et 60 degrés, pas descendre trop bas, puisque en dessous d'un certain seuil, il y a un risque de développement de légionelle, donc qui est une maladie qui peut se transmettre, se développer quand l'eau stagne en dessous d'une certaine température. Voilà. Juste pour vous donner un peu une idée, vous avez la possibilité, notamment sur les ballons d'eau chaude, de réduire la température. Souvent, c'est sous le ballon, surtout pour les anciens ballons. Donc, parfois, il faut simplement un peu tâtonner. Il n'y a pas vraiment de graduation. Donc ça, c'est une opération un petit peu compliquée, surtout si vous n'avez plus la notice. Et parfois, ça se fait un peu plus au ressenti, hein, une fois qu'on touche l'eau. Voilà. Pour les systèmes qui sont de chaudière, en général, c'est plus simple. C'est simplement de changer les paramètres de la chaudière. Vous pouvez aussi vous faire aider de votre chauffagiste quand vous faites votre entretien annuel. Voilà. Sinon, donc, il y a une information qui est importante, mais qui du coup aussi est importante pour le chauffage, c'est de mettre en place des petites gaines d'isolation comme ceci autour des réseaux de distribution. Notamment et surtout quand les réseaux de distribution se situent dans des zones non chauffées, donc notamment le garage, la cave, voilà, ça c'est important de bien les isoler. Donc vous trouvez ces petits systèmes-là déjà dans le commerce comme ceci, hein, vous n'avez pas forcément besoin de les découper. Et donc il suffit juste d'adapter le bon diamètre. Donc moi ce que je vous conseille de le faire, c'est de le faire sur les zones, les canalisations de chauffage et d'eau chaude, mais aussi à l'intérieur de la maison, de les faire sur les canalisations d'eau chaude. Parce qu'en effet, en été, on n'a pas forcément envie justement de recevoir des apports internes de notre système d'eau chaude sanitaire. Donc voilà. Ensuite, si vous absentez plus d'une journée, un week-end, vous pouvez couper, c'est conseillé, de votre ballon d'eau chaude électrique. Donc simplement sur le disjoncteur. Voilà, ça fait économiser aussi. Ensuite, il y a aussi et toujours une notion d'entretien. Donc vérifier notamment pour les ballons d'eau chaude électrique qui ne sont pas trop entartrés. Si c'est le cas, les faire détartrer. Parce que le tartre qui s'accumule, ça le fait réduire en performance et donc consommer plus. Voilà. Ensuite, forcément,
après, si c'est une chaudière, gaz, fioul, la faire entretenir au même titre que les consommations que le chauffage. Voilà. Est-ce que j'aurais peut-être oublié quelque chose? Bon, je vais passer directement aux éco-gestes sur l'eau dans le logement, hein, mais en fait, ça va de pair avec l'eau chaude, hein. Quand vous économisez de l'eau, surtout pour les douches et le lavage de mains, en fait, ça vous fait forcément économiser de l'énergie aussi. Sauf quand vous utilisez de l'eau froide, bien sûr. Donc, concernant les éco-gestes sur l'eau froide, donc il en existe plusieurs, hein. Donc, le premier, le plus simple, donc qui nécessite un investissement mais très faible, c'est d'installer un mousseur sur le robinet. Donc il existe, c'est des mousseurs, en fait, c'est un petit système que vous mettez à l'intérieur du robinet et qui va faire un effet Venturi en mélangeant de l'eau et de l'air, et donc il va réduire le débit. En réduisant le débit, vous réduisez votre consommation. Donc, en fonction des zones, en fonction donc de l'usage, si c'est la cuisine, la salle de bain, etc., vous n'allez pas forcément mettre en place les mêmes types de mousseurs avec les mêmes réducteurs de débit. Donc, dans une cuisine, on a plus souvent besoin de remplir un contenant. Donc, on va peut-être choisir un débit plus élevé. Parce que sinon, on attend longtemps pour remplir sa casserole d'eau, hein. Ensuite, il y a toujours aussi la notion d'entretien, hein. Repérer au maximum les fuites et réparer-les rapidement. Donc ça, c'est peut-être facile à dire, mais il existe des petites astuces, hein, pour arriver à les repérer. Notamment, si vous soupçonnez quelque chose, vous pouvez mettre un linge ou une feuille de papier sur la zone, et si elle s'imbibe, ça vous permet de voir qu'il y a une fuite, donc il y a un problème. Voilà. Ensuite, si vous avez un mitigeur de la sorte, comme sur l'image ici, vous pouvez, l'idéal, c'est de le laisser toujours et toujours le remettre en position froide, de sorte à ce que quand vous allez allumer le robinet pour vous laver les mains, par exemple, ce soit de l'eau froide qui sorte. Parce que, par exemple, quand vous avez une chaudière, notamment les chaudières instantanées, et qu'à chaque fois que vous ouvrez le robinet, vous allumez l'eau chaude, ça déclenche la chaudière et ça fait un appel de puissance qui consomme de l'énergie aussi. Voilà. Ensuite, donc, au maximum, donc préférez les douches au bain. Alors, cependant, les douches, c'est quand même important de préciser qu'une douche très très longue peut arriver à être égale à un bain. Donc, limitez la durée des douches à 4 minutes. Et évidemment, coupez au maximum l'eau pendant que vous êtes en train de vous savonner, vous laver les mains, brosser les dents, etc. Après, les petites astuces, c'est utiliser au maximum des contenants pour mettre de l'eau, afin de ne pas laisser le robinet couler, notamment par exemple quand vous voulez boire, utilisez un verre, utilisez un bac pour rincer la vaisselle, voilà, toutes ces petites astuces-là qui vont vous permettre d'économiser de l'eau. Ensuite aussi remplir, là c'est plus au niveau du lavage, hein, remplir davantage le lave-linge et le lave-vaisselle pour utiliser le minimum d'eau pour le maximum de lavage. Voilà. Et après, pour aller plus loin, vous pouvez aussi envisager de récupérer l'eau de la douche, qui peut permettre après d'arroser les plantes, le jardin, ou être réutilisée pour la chasse d'eau, etc. Pour plus d'informations, là, je vous inviterai à aller voir la fiche qu'on a fait qui est dédiée, qui s'appelle Faire des économies d'eau, qui a été faite par l'Espace Info Énergie, et une vidéo qu'on a réalisée aussi, qui vont plus loin en fait que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, si vous voulez avoir plus de détails sur la mise en œuvre. Et enfin, donc, il existe aussi des éco-gestes que vous pouvez mettre en place sur l'eau, mais à l'extérieur de votre logement. Donc là, il y a deux types de récupération d'eau de pluie. Enfin, vous pouvez la récupérer dans deux contenants différents. Donc, soit une cuve hors sol. Donc ça, c'est le schéma que vous avez ici, hein. Finalement, il est raccordé directement aux eaux qui s'écoulent sur votre toit et après dans vos chenaux. Et enfin, il existe aussi des cuves enterrées. Donc là, j'ai pas mis ici parce qu'en fait, ça a pas forcément, c'est pas forcément le principe des éco-gestes, parce que les éco-gestes,
sans investissement. Quand vous vous lancez donc dans des cuves enterrées, le coût moyen, c'est quand même, ça peut quand même dépasser quelques milliers d'euros, hein. Donc, c'est un investissement. Par contre, si ça vous intéresse aussi, on a une fiche dédiée sur la récupération d'eau pluviale et donc à l'espace Info Énergie. On vous mettra aussi les liens. Donc, qui vous détaille un peu les étapes, les coûts, ce que ça génère comme économie et puis les bonnes pratiques en fait. Il y a aussi une petite information que je voulais faire passer, c'est au sujet de la désimperméabilisation du sol, qui permet donc désimperméabiliser le sol, c'est par exemple enlever les surfaces de bitume qui permettent pas en fait aux eaux de s'écouler. Elle permet en fait la réduction du risque d'inondation, de faire ça. Elle va limiter en fait le ruissellement des eaux pluviales sur les surfaces imperméabilisées et donc désengorger les réseaux d'assainissement, préserver les ressources naturelles, etc. Donc ça a aussi des avantages, mais pareil, ça nécessite en général des investissements. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pourrez consulter la fiche aussi. Et enfin, donc, les éco-gestes sur l'électroménager, le Wi-Fi, l'électricité spécifique, l'éclairage. Donc, la première chose à faire sur cette thématique-là, c'est de faire ce qu'on appelle la chasse aux veilles. Les veilles, c'est les veilles de nos appareils électroménagers et Hi-Fi, télévision, ça peut représenter parfois une consommation quasiment qui va jusqu'à 100 € par an. En euros, c'est une moyenne hein, pour une famille de 4 personnes. Notamment, donc les gros appareils qui ont des veilles, donc c'est les téléviseurs, les ordinateurs, mais aussi les bouilloires, les micro-ondes, des éléments en fait qu'on ne soupçonnerait pas forcément d'avoir une veille. Donc ce qu'on vous invite à faire, c'est au maximum, c'est déjà d'éteindre complètement vos appareils. Donc soit en débranchant, soit parfois il existe quand même des appareils qu'on peut éteindre complètement avec un bouton qui se situe en général un peu derrière, hein. Donc vous pouvez aussi, pour vous faciliter la vie, mettre en place une multiprise avec un petit bouton, je ne sais pas si vous pouvez le voir, parce que c'est vraiment petit là, un petit bouton rouge qui vous permet en fait de mettre hors service votre multiprise et la relier à plusieurs appareils que vous éteignez complètement, par exemple la nuit. La box aussi, elle n'a pas forcément besoin d'être allumée 24 heures sur 24. Donc là, vous voyez en général une box allumée 24 heures sur 24 pendant un an. En fait, c'est comme si vous voulez, c'est comme la consommation d'un réfrigérateur. Donc, diviser la consommation de la box en l'éteignant par exemple la journée quand vous êtes au travail ou bien la nuit quand vous dormez. Ça fera réduire les consommations en hiver, mais aussi les apports de chaleur interne en été. Donc, c'est doublement sympathique. Ensuite, donc, concernant le froid, donc, tout ce qui concerne donc, les réfrigérateurs et congélateurs, il y a plusieurs choses, hein, il y a plusieurs éco-gestes. Je vais essayer d'aller aux principaux, mais dégivrer au maximum son réfrigérateur, parce que plus il y a de givre, plus vous consommez d'énergie. Et ensuite, vérifier toujours l'étanchéité avec des fermetures. Donc, vous pouvez utiliser une feuille de papier que vous mettez que vous glissez en fait entre la porte et le congélateur ou le réfrigérateur. Et donc, si vous arrivez très facilement à enlever la feuille de papier, ça veut dire qu'ils sont fatigués et qu'il faut les remplacer. Voilà. Concernant la cuisson, vous consommerez 4 fois moins si vous couvrez pendant la cuisson vos casseroles. Donc ça, c'est important, c'est pas forcément trop difficile à mettre en œuvre. Concernant le lave-vaisselle et aussi, hein, du coup, au même titre, le lave-linge, privilégiez les programmes éco. Et pour le linge, à 30 degrés ou ponctuellement un peu plus, mais au maximum à cette température-là. Et enfin, au maximum laisser le linge sécher à l'air libre pour éviter les consommations de sèche-linge.
Là, vous avez quelques éco-gestes sur l'éclairage. Donc pour aller plus loin aussi, je vous ai mis, le lien avec le guide sur comment choisir son éclairage, puisque vous allez voir, c'est assez complexe en fonction, de la puissance que vous voulez, de l'endroit où, vous voulez mettre l'éclairage et enfin, du type de couleur, parce que maintenant il y a plusieurs, effets, heu, que vous pouvez retrouver sur les ampoules. Donc ce que c'est-à-dire l'éco-geste principal, c'est de s'adapter aux besoins, donc éteindre la lumière quand on quitte la pièce, profiter au maximum de la lumière de l'extérieur, éviter le suréclairage, donc par exemple tous les éclairages de décoration. Si vous êtes le soir en train de lire un livre, privilégiez par exemple une petite lampe d'appoint plutôt que d'allumer complètement le salon. Préférez aussi au maximum les abat-jours qui sont clairs pour laisser passer la lumière et forcément aussi dépoussiérer régulièrement vos lampes et luminaires. Voilà. Et enfin, pour finir, donc au début du diaporama, je vous ai parlé de l'importance d'avoir du matériel électroménager hi-fi de bonne qualité et qui est performant. Mais ce qui est important, c'est aussi de les mettre en relation avec les usages. Donc en fait, ici vous avez ce qu'on appelle une pyramide des consommations. Donc c'est une consommation moyenne par, par matériel sur une année d'une famille. Donc une consommation, c'est le rapport entre la puissance du matériel, mais aussi son utilisation. Donc c'est pour vous donner un peu un ordre des priorités. Donc par exemple, un appareil à raclette, vous allez me dire ça fait beaucoup de chaleur, parce que quand on fait une raclette, on se rend vite compte qu'au bout d'un moment on a chaud, hein, c'est pas uniquement à cause du vin blanc, hein, c'est parce que l'appareil il chauffe. Mais par contre, on l'utilise tellement peu, enfin normalement on l'utilise très peu dans une famille moyenne. Donc l'appareil à raclette, il se trouve ici en bas en fait, là. Parce que vous l'utilisez peu, même s'il chauffe beaucoup. Donc c'est important aussi de faire la relation entre les usages et le matériel. Par exemple, un frigo ici va consommer quand même beaucoup. Il n'est pas forcément très émetteur, mais à contrario, il est allumé 24 heures sur 24. Donc c'est pour ça qu'il a une consommation élevée. Voilà, ça donne une petite idée un peu des gros chantiers à enclencher. Donc ce que vous trouvez en haut, c'est le four, le chauffe-eau, le chauffage. Donc, ça va être les premiers éléments, la cuisson, les climatiseurs et aussi donc les appareils de lavage et de séchage. Donc, voilà. Donc pour aller plus loin, comment, du coup, une fois qu'on a un peu la connaissance de tous ces éco-gestes, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour les mettre en place? Parce que c'est bien beau de les connaître, mais pour passer à l'action. Donc à l'espace Info Énergie, on peut vous prêter sur rendez-vous ce qu'on appelle une boîte, qu'on a appelée comme ceci. C'est une boîte de mesure qui vous permet donc, dans un premier temps, avec le wattmètre ici que j'indique avec la souris, de mesurer la consommation et la puissance des appareils. Donc, il suffit simplement de le brancher à une prise et ensuite de brancher l'élément ici. Et vous verrez apparaître la consommation et ou la puissance ici de votre appareil. Donc, ça permet de savoir un peu comment il se situe, hein. Donc il y a aussi un thermomètre, un hygromètre, donc des thermomètres enregistreurs, pardon, qui nous permettent de voir un peu, d'étudier la température de votre logement pendant 2 semaines. Un débitmètre pour connaître un peu ce qui sort de vos robinets et de votre douche. Ça, c'est un système qui vous permet de connaître la consommation de votre douche. En fait, vous le branchez le flexible à votre flexible. En fait, il se met entre les deux. D'un côté, vous allez avoir le pommeau et de l'autre côté, vous allez avoir le flexible. Et sur cet élément, vous allez pouvoir connaître en fait la consommation de votre douche. Puisqu'en fait, votre consommation, elle est liée au débit et à la température de l'eau. Donc, ces deux éléments croisés, ça vous donnera la consommation. Voilà, donc c'est sur rendez-vous. Vous pouvez l'emprunter. Il faut juste remettre un chèque de caution. En ce moment, il y a des conditions sanitaires exceptionnelles pour l'emprunt de la Biwatt qui seront bien sûr mises en place. Donc pour l'emprunter, vous pouvez nous contacter par téléphone, il y aura toutes les coordonnées. Ensuite, vous pouvez aussi faire le point, savoir où vous en êtes dans la mise en place des éco-gestes.
Donc, avec notre petit outil, notre outil qui s'appelle le wattomètre. Donc, c'est un calculateur d'énergie qui permet de voir où vous en êtes. Il y a des niveaux en fait ici. Là, la personne qui a fait le test, elle était au niveau Mougli, donc c'est plutôt au niveau débutant. Ça veut dire qu'il a peu d'éco-gestes qui sont déjà mis en place. Et à la fin, je crois que c'est Dark Vador, si vous êtes le roi ou la reine de la maîtrise de l'énergie. Donc pareil, on vous enverra le site internet, c'est assez ludique, ça peut être utilisé aussi avec les enfants. Voilà, c'est un premier point de départ. Ensuite, pour vous accompagner plus concrètement, donc aujourd'hui uniquement sur la métropole de Lyon, mais peut-être aussi après sur tout le Rhône, il y a un défi Déclic Énergie qui est animé par l'ALEC de Lyon. Donc ce défi, en fait, il a pour objectif de vous accompagner justement à la mise en place de ces éco-gestes, de vous regrouper aussi par équipe. Donc c'est un défi qui se fait uniquement en équipe, donc c'est 10 foyers qui se regroupent, qui se rencontrent ponctuellement et qui mettent en place chacune des éco-gestes dans leur logement. Mais par contre, on va cumuler toutes leurs économies d'énergie et ensuite il y aura un classement avec un podium, un événement. Ça dure 5 mois. Ça commence le 1er décembre et ça se termine le 30 avril. Et c'est en fait l'objectif, c'est uniquement de mettre en place des éco-gestes dans son logement, mais de manière ludique et sympathique, avec une plateforme numérique qui vous permet de suivre les consommations, d'échanger entre vous, de vous inscrire à des événements, d'avoir des informations. Et en fait, on s'aperçoit que ça fait 10 ans en fait que le défi il est réalisé, il est animé par l'ALEC. On s'aperçoit que ça permet aux gens en fait de changer leurs habitudes, mais en s'amusant quoi, donc ça passe plus facilement, on va dire ça comme ça. Voilà, donc pour s'inscrire, c'est sur le site du défi Déclic et surtout en appelant l'espace Info Énergie du Rhône et de la métropole de Lyon, puisque la prochaine édition commence le 1er décembre. Vous avez un peu le temps de mûrir tout ça. Vous pouvez aussi même créer votre équipe, donc venir avec des amis, de la famille. Alors, donc il existe beaucoup de ressources qui peuvent vous permettre en fait de vous soutenir dans ces démarches-là et qui pourront illustrer et alimenter tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc on vous enverra les liens. Il y a d'abord le guide des 100 éco-gestes, pardon. Vous allez voir, c'est la Bible de l'éco-geste. Donc pareil, les éco-gestes sont classés par thématique. Et vous avez même un quiz dedans qui vous permet de voir un peu où vous en êtes aussi. Ensuite, il y a des petits guides, des guides de l'ADEME qui sont un peu sur plusieurs thématiques, notamment l'éclairage que je vous avais mis, comment réduire sa facture d'électricité, etc. Et enfin, à droite, là, vous avez un autre document qui s'appelle 40 trucs et astuces pour économiser l'eau et l'énergie. Donc là, c'est un dépliant, en fait, que vous pouvez soit imprimer, soit qu'on a aussi à l'espace Info Énergie, et qui peut s'afficher si vous voulez avoir des anti-sèches. Voilà, avec des infographies qui vous rappellent un peu les éco-gestes. Ensuite, je vais quand même un petit peu ouvrir rapidement sur les autres thématiques qui vous permettront de réduire aussi votre empreinte sur le climat. Parce qu'il n'y a pas que l'énergie du logement et l'eau, hein. Donc, il y a l'alimentation. Donc, l'alimentation, ça représente 23% de l'énergie finale consommée par les Français. Donc, c'est quand même non négligeable. Pour vous faire accompagner, pour réduire votre empreinte écologique, votre empreinte énergétique liée à l'alimentation, vous allez voir, hein, vous pouvez aussi participer à un défi, notamment sur la métropole de Lyon, qui s'appelle Famille à alimentation positive, qui vous accompagne de la même manière un petit peu que Déclic Énergie. Donc pour réduire les grands, on va dire les grands principes pour réduire son empreinte sur l'alimentation, c'est consommer local, de saison, réduire sa consommation de viande maximum et éviter aussi les produits qui sont transformés et suremballés, parce que tout ce qui est lié à la transformation et au suremballage a généré de l'énergie. Voilà. Enfin, donc il y a aussi
beaucoup de consommation d'énergie qui sont liées à ce que nous achetons. Donc tous les objets, notamment tout ce qui est IFI, électroménager, mais aussi les vêtements et les objets, tous les objets. On s'aperçoit qu'en fait, chez nous, on a à peu près 2,5 tonnes d'objets accumulés. Donc là, il faut privilégier au maximum déjà le recyclage. Mais de toute façon, tout ce qui n'est pas acheté, tout ce qui n'est pas consommé n'aura pas d'impact sur la planète. Donc, c'est réduire ses besoins en premier et ensuite réutiliser. Et enfin, éventuellement, acheter des éléments issus du recyclage. Voilà, je vais passer vite. Et puis après, il y a une information aussi à vous donner sur le transport. Donc en France, le transport représente quand même un tiers de l'énergie finale, donc on l'a vu au début. Hein. Donc privilégier au maximum le vélo, les modes doux, les transports en commun, même si vous allez me dire qu'en ce moment, c'est pas forcément le plus adapté, mais bon. Les modes doux, donc le vélo. Pour le vélo, en ce moment, vous avez des aides, donc 50 € de l'État pour la réparation de votre vélo et sur la métropole de Lyon, pour l'achat d'un vélo électrique, vous avez droit à 500 € alors qu'initialement, c'était 100 €. Voilà. Vous pouvez vous faire accompagner pour aller plus loin sur toutes ces thématiques, parce qu'on les a abordées très rapidement, c'est juste pour vous donner un peu des pistes. Mais donc il y a le fameux défi famille et alimentation positive. Il y a aussi un défi qui est animé par Mouvement de Palier, c'est une association qui s'appelle Méta Poubelle au régime. Là, c'est pour réduire ses déchets. Donc pareil, vous aurez tous les liens dans le mail à la fin. Et enfin, vous avez une bible en fait de l'engagement, comment agir à Lyon et ses alentours, qui a été créé par Anciela. Donc c'est le guide ici que vous voyez. Donc c'est tout un tas d'adresses et de démarches que vous retrouverez pour vous engager pour une société donc écologique et solidaire. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Écoute, c'est beaucoup d'informations et du coup, quelques questions qui sont arrivées pendant ce temps. Oui. Première question sur les consos importantes des chasses d'eau, ce que ça représente dans nos factures, puisque c'est, on va dire, un des postes principaux, c'est le deuxième poste après le lavage de nous-mêmes. Comment on peut réduire justement le poste chasse d'eau? Est-ce qu'il y a des petits bricolages à faire? Est-ce qu'il faut utiliser un réseau secondaire et collecter l'eau de pluie? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? D'accord, très bien. Il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est tout simplement d'installer un réducteur de débit sur sa chasse d'eau, si ce n'est pas déjà le cas. Après, il y a aussi une technique un peu plus roots, c'est mettre à l'intérieur de sa réserve, c'est réduire en fait la réserve de l'eau qui est à l'intérieur, donc en mettant une brique donc à l'intérieur de la chasse. On va dire que c'est les principaux. Et ensuite, effectivement, en dernier lieu, donc le plus efficace, c'est de récupérer l'eau. Donc le système de récupération, il peut venir de la douche, mais par contre, ça nécessite un investissement quand même. Donc c'est plus engageant. Voilà. Moi, je conseillerais déjà les deux premiers. Ça peut être aussi une bouteille d'eau que vous remplissez et que vous mettez à l'intérieur de la. C'est pas forcément une brique. Je ne sais pas si j'ai pris le meilleur exemple. Effectivement, on conseille plutôt la bouteille, ça peut être moins traumatisant pour la chasse d'eau. Après, il est aussi possible de de régler le flotteur. Et déjà, rien sur le réglage du flotteur, on peut baisser. On peut dire aussi, maintenant, la grande époque des chasses d'eau où on envoyait systématiquement 10-11 litres, est un peu révolue. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de chasses d'eau qui sont en 3 litres, 6 litres ou des systèmes interrompables. On peut même avoir des chasses d'eau avec des bacs de 4 litres. Et puis enfin, il y a des magasins qui commercialisent des systèmes de chasse d'eau où vous avez un lave-mains qui est intégré en fait au-dessus de la chasse d'eau et que l'eau du lavage des mains coule justement dans la réserve d'eau. Donc là, voilà, ça peut être intéressant. Après, voilà, pour les gens vraiment les puristes et qui éventuellement prévoient ça à la construction, il est possible éventuellement effectivement de se raccorder à de l'eau de pluie. Sachant que faut vraiment que ça soit un circuit à part parce qu'elle n'est pas à qualité, elle n'est pas du tout à qualité potable, surtout quand elle reste longtemps dans une cuve. Et puis pour les
les gens encore plus motivés, et donc sans doute pas trop en appartement, bah, il y a les toilettes sèches qui, comme Oui, leur nom l'indique, sont le meilleur moyen d'économiser un maximum d'eau. c'est vrai que oui, j'ai pas évoqué ça, mais tout à fait, oui. Vu qu'il n'y a pas d'eau, c'est Bah, radical. c'est vrai que bon, sur le public plutôt lyonnais, il y a quand même un peu moins de potentiel. On a quand même beaucoup de gens qui sont en appartement. Mais c'est vrai que ça peut être la version ultime, on va dire, des économies d'eau. Alors, deuxième question. Que faire quand le ballon d'eau chaude traverse la maison en sous-sol pour aller à la salle de bain, eau froide puis chaude qui se refroidit, sachant que la maison n'a pas de sous-sol. Alors, j'imagine qu'elle doit passer sous le plancher. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire, et puis ça veut, si je comprends bien, c'est que ça veut dire qu'il y a quand même une certaine distance entre la Voilà, c'est production et ça. la cheminée, enfin, et le système C'est ça. d'utilisation de l'eau. Ok. Mais il y a plusieurs possibilités, mais là c'est vrai que c'est un petit peu difficile, je pense, de répondre sans avoir le détail technique, parce que ça va dépendre de. J'aurais tendance à dire que la solution la plus radicale, ce serait de déplacer la source de production. Mais je pense pas forcément que ce soit le plus facile. Sinon, ben, comme je disais, je sais pas, est-ce que les gaines sont atteignables? Est-ce qu'on peut atteindre le réseau d'eau? Je pense pas qu'elle soit atteignable d'après la façon dont la question est posée. Après, bah, c'est vrai que quand on peut les atteindre, on a intérêt à les calorifuger. Après, quand vraiment il y a de la Ah distance, là, on peut parfois envisager d'avoir un petit préparateur spécifique qui soit juste à côté du point de soutirage pour permettre justement d'éviter les pertes. Moi, voilà. je connais ce problème, hein. J'ai ça chez moi. J'ai un cumulus qui est au rez-de-chaussée, j'ai une douche qui est à l'étage. Bah, moi, ce que Mmh. je fais, c'est très simple. Ça fait des années que j'ai un seau d'eau et que entre la douche du matin et la douche du soir, je récupère 3 litres à chaque fois. Que voilà, je m'en sers Mmh. notamment pour alimenter ce que j'ai derrière moi en complément avec de l'eau de pluie, aquarium. Et j'utilise aussi l'eau pour arroser le jardin. Voilà, donc, Oui, voilà, mais c'est ça. Ça, c'est on va dire, c'est la dernière chose à faire. Après, c'est au maximum déplacer les sources de production ou, comme disait Sylvain, mettre un petit ballon d'appoint si c'est uniquement une source, par exemple, de lavage de main. Un tout petit ballon de 20 litres, ça existe, sous la source. Notamment, ça se fait beaucoup dans les entreprises, comme on a chez nous ici. Voilà. c'est ce que nous avons qui nous permet de nous brûler régulièrement les mains quand la température de consigne est trop chaude. Effectivement. Alors après, on n'a pas abordé, puisque j'en parle, mais c'est vrai que souvent, quand on installe un cumulus, il est souvent réglé au maximum. Oui. Euh, Ça pose un certain nombre de problèmes. Le calcaire précipite plus vite, on consomme plus d'énergie, les enfants peuvent se brûler. Et qu'en fait, en démontant le cache et en réglant la molette, qui est généralement plus-moins, on peut arriver à faire à la fois économie d'énergie, sécurité et limiter le calcaire, puisqu'on est quand même sur Lyon, sur un territoire où on a une eau qui est relativement dure. Donc voilà, c'est aussi une des choses qui fait partie du guide des 100 éco-gestes. Oui. Puisqu'on est dans le chauffe-eau, quid du chauffe-eau thermodynamique? Est-ce bien et y a-t-il des aides? Donc, pour tout ce qui concerne les aides, je vous inviterai à aller sur notre site internet. Vous avez toutes les aides en fonction de vos revenus, parce que ça dépendra donc des revenus, de la performance du matériel installé, du lieu où vous vous situez, parce qu'il y a des aides locales. Donc, c'est trop complexe pour pouvoir répondre, mais en tout cas, il y en a. Ça, c'est sûr. Ensuite, donc, sur le chauffe-eau thermodynamique, donc c'est un chauffe-eau qui fonctionne, qui est alimenté aussi par l'électricité, mais qui a un petit système de pompe à chaleur qui lui permet en fait d'économiser, de consommer 2 à 3 fois moins qu'un chauffe-eau électrique. Cependant, donc il consomme moins, ça c'est sûr. Cependant, il a quand même des désavantages. Déjà, c'est son prix. Il coûte 3 fois plus cher qu'un ballon électrique normal. Et il est quand même plus fragile parce qu'en fait, à l'intérieur du système qui chauffe, il y a un système thermodynamique qui utilise un fluide frigorigène et qui est donc plus sensible, qui doit être entretenu aussi et qui supporte assez mal aussi les températures froides, donc privilégier un endroit en zone chauffée. Voilà, il a une durée de vie qui est. On a encore assez peu de recul, puisque ça fait pas non plus des millénaires que ça existe. Donc, j'ai tendance à me méfier sur les chiffres, mais voilà, il dure moins longtemps qu'un chauffe-eau, en tout cas aujourd'hui, qu'un chauffe-eau électrique. Et après, il a la même performance, c'est-à-dire qu'il apportera le même type de chaleur qu'un ballon électrique normal.
Voilà. Alors, on nous rappelle d'ailleurs sur le forum là, de ne pas oublier les tarifs jour-nuit. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, le tarif heure pleine, heure creuse. Donc, en fait, on ne va pas économiser du kilowattheure. Par contre, on va économiser de l'argent, Tout à fait. puisque évidemment, l'intérêt pour le fournisseur d'énergie, c'est d'arriver à reporter certaines consommations pour écréter les pics de conso. En fait, on trouve sur Internet assez facilement la courbe justement des consommations, des appels de puissance en France. Et en fait, là où on a le plus de consommation, c'est évidemment en hiver, quand il y a le chauffage électrique qui s'ajoute à tout le reste. C'est quand les gens se lèvent le matin et c'est surtout quand ils rentrent le soir chez eux du travail ou de l'école, qu'ils ouvrent leur frigo, qu'ils allument leur lumière, qu'ils mettent leur télé, leur radiateur électrique pour ceux qui en ont. Et du coup, on se retrouve avec des pics de conso qui ont comme conséquence de remettre en service des centrales thermiques qui sont relativement polluantes puisqu'elles brûlent des énergies fossiles, puisqu'à ce moment-là, le nucléaire notamment ne suffit plus, et qu'on est parfois obligé d'acheter de l'électricité à d'autres pays ou à un moment où elle est très chère. Donc l'intérêt justement, c'est d'arriver à lisser la courbe de consommation et surtout écréter ces pics de consommation. Et donc, on a en gros 3 appareils qui vont être concernés par les heures creuses. Ça va être le cumulus électrique pour ceux qui en ont, ça va être le lave-vaisselle et ça va être la machine à laver. Sachant qu'évidemment, pour ceux qui ont des machines à laver bruyantes, ça passe assez mal en collectif mal isolé. Quand j'étais en immeuble et que j'avais la machine à laver de mon voisin qui essorait à 3 heures du matin, je ne pensais plus beaucoup aux économies d'énergie à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des choses aussi qu'il est possible de mettre en place. Donc, s'il n'y a pas de nouvelles questions, si on ne veut pas battre le record de durée du webinaire, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter en conclusion, chers collègues. Non. N'hésitez pas pour aller plus loin, du coup. Moi, j'aurais tendance à dire en conclusion pour passer à l'action, aller plus loin, avoir plus d'informations. Donc, n'hésitez pas à consulter tous les documents qu'on va vous envoyer avec les liens et à nous contacter directement aussi. Voilà, donc là, vous avez tous nos coordonnées. Moi, en complément, je rajouterai donc pour ceux que les sujets intéressent, donc on se retrouve dans une semaine à la même heure et au même endroit pour une conférence donc, sur la rénovation en copropriété. Donc là, c'est spécifique et notamment pour les gens qui sont dans les conseils syndicaux, puisqu'on a des gens à l'agence qui sont spécialisés dans nos structures dans l'accompagnement des copropriétaires. La semaine d'après, donc ça sera sur la voiture électrique. Et puis, je tenais à vous informer aussi, puisqu'on va envoyer la communication très, très prochainement, de la mise en place de 2 nouvelles visites. On va faire des visites dématérialisées, donc des visios de réno. Et les 2 premières, ça auront lieu les 11 et 18 juin. On va faire ça des jeudis soirs à 18h. Et l'idée, c'est de retourner sur des projets qu'on a visités il y a quelques années et de bénéficier d'un retour d'expérience. Et les 2 premières visites, ça sera sur de l'habitat groupé. Voilà, donc si vous avez reçu cette invitation, a priori, vous devriez recevoir aussi celle des visios de réno